course réelle. Il y a les mécaniciens, il y a les ingénieurs. Alors il y a ceux qui sont sur le pit-wall, évidemment, le muret des stands où là on ne bouge pas. Mais il y a un silence religieux dans un stand, alors qu'il y a le bruit des moteurs, évidemment. Il y a une tension de dingue. Ils sont tous réunis en arc de cercle. Ils se tiennent par le bras, par la taille. Ils regardent l'écran de télévision pour voir que la voiture aille bien. Ils sont tous en train de se soutenir. Et puis il y a ce public que vous voyez, vous, de votre cabine de speaker du circuit, Bruno Van de Stick, le public qui revient dans la dernière heure, la dernière demi-heure, le dernier quart d'heure. Il n'y a plus personne aux alentours du circuit, dans les petites boutiques, à la barbe à papa, à la fête foraine. Tout le monde s'est remassé dans les tribunes. Là, il y a un moment de tension de tous les côtés de la piste, pas que dans le cockpit de celui qui potentiellement peut s'imposer. Regardez, on a les deux leaders en même temps. C'est génial, ça. Regardez cette image. Cette image est vraiment très sympathique. Ça, c'est génial. La BMW a dépassé évidemment par la voiture de tête. Et je regarde encore, même Aurélien Mallet, 1 minute 11. Voilà, il n'y a pas péril en la demeure. Mais pour l'instant, c'est drôle, comme j'ai le sentiment qu'avec la voiture numéro 1, Nikodem Wisniewski est plus confiant peut-être que le leader. Alors, on vient de le voir à l'image, hein, la numéro 70 ne prend aucun risque sur les dépassements GTE, il a raison. On est quasiment en 3.31 sur le tour d'avant. Il n'y a plus aucune raison maintenant de prendre des risques dans les dépassements et de s'engouffrer à chaque opportunité. Maintenant, c'est de la gestion. Tout à fait. À 10 minutes, 9 minutes 30 du but, avec 1 minute 11 d'avance, si vous voulez. Même qui perdent 3 secondes par tour, c'est d'être à l'écoute. Mais il faut faire aussi attention, c'est de ne pas trop baisser son rythme et après avoir un manque de concentration. Mais je pense que là, il est à l'écoute. Tous ces repères qu'il a pu avoir tout au long de la course, eh bien, c'est quasiment de l'automatisme. Mais il doit être vraiment à l'affût, justement, du moindre bruit de sa voiture et de faire attention à ses freinages. Voilà. Pardon, Marc. Oui, à l'écoute, vous l'avez répété cette expression, Yannick Dalmas. Combien de fois on a entendu un pilote raconter ses derniers tours? Justement, j'écoutais le moindre bruit, j'écoutais tout ce qui se passait dans la voiture. Le moindre bruit prend une proportion invraisemblable à ce moment-là. Ça va casser, je vais abandonner, qu'est-ce qui se passe? Et bien souvent, ce bruit qui a été présent avec vous pendant 23 heures, eh bien, vous posez la question parfois à votre ingénieur. Mais non, la voiture, tout va bien et quelquefois justement le feedback du pit, eh bien, vous dire de votre équipe va vous conforter si vous voulez. Donc, avec l'ingénieur qui lui aussi doit garder son sang-froid. Mais bien sûr. Dans la transmission, ne pas laisser transparaître son émotion ou son énervement ou son inquiétude aussi d'ailleurs. Non, mais de leur côté c'est la même chose. Ils sont focus sur la course et oui, tout à fait. Et c'est vrai que l'intonation de voix en fonction justement des sensations, bien, peut influencer aussi bien le pilote vers le team que le team vers le pilote. Donc il faut faire aussi attention à ce genre de choses. 1 minute 09, l'écart en tête, même si c'est encore un tout petit peu réduit. Quoi qu'il en soit, au volant de la 70, Jeffrey Rietveld, le néerlandais, a la maîtrise de la situation et n'a plus qu'à continuer sur ce rythme et espérer ainsi inscrire son nom avec ses 3 coéquipiers au palmarès des 24 heures du Mans Virtual. Yannick Dalmas. Alors, ce que l'on peut voir également, si en début de course, le rétrogradage, si vous voulez, il y avait c'était assez haut, ok, la barrette rouge là, et on peut constater qu'il est moins haut. D'accord. Qu'au début de course. Il prend moins de risques sur le downshift. Sur le downshift. Voilà, c'est toutes les petites choses auxquelles il faut aussi. Mais là, on l'a vu sur le tour précédent, un tour libre, où là, même sur un tour libre, il perd 2 secondes sur ses chronos qu'il faisait il y a une demi-heure. Là, il ne prend plus de risques. Alors, je me demande dans quelle mesure aussi ils étaient en train de calculer le nombre de tours qu'il lui restait à faire au moment où il est passé sur la ligne d'arrivée, de départ-arrivée, c'était un petit peu plus de 7 minutes. Or, un tour ici, c'est 3, ils tournent en combien? 3,30 à peu près? Entre 3,25 et 3,35 là pour l'instant. Donc il y a une chance ou un risque, selon la façon de voir les choses, pour qu'ils passent à 10 ou 15 secondes encore du terme, mais qu'ils doivent faire un tour supplémentaire. Tout à fait, Marc. Et ça, c'est
Oui, dans la gestion psychique presque de la fin de course, c'est un élément à prendre en compte. Je regarde encore la 71 en tête et la Porsche 77 du team Proton Compétition, qui est juste la voiture qui obstrue côté image les rétros de la BMW numéro 77. Elle est toujours en 3e position, cette Porsche. Oui, je voulais juste revenir aussi par rapport au tour supplémentaire. C'est une grosse incidence sur la stratégie et la gestion du carburant également. Oui. Ouais, combien de voitures on a eu qui sont tombées en panne d'essence? 2, 3? Quelques-unes en tout cas. Ouais. 2. Attention, Au moins 2, oui. On ne va pas porter la poisse à l'équipe, mais attention. Non. Alors imaginons qu'au virage Porsche, si vous voulez, s'il continue sur son rythme, pour 3 secondes, il serait obligé de faire un tour de plus. Et à ce moment-là, je pense que ces ingénieurs peuvent calculer entre Porsche, le virage Porsche et le drapeau à damier, perdre à ce moment-là ce secteur. Ils peuvent calculer de perdre 5 secondes ou 6 secondes ou 10 secondes, si vous voulez, à la limite, pour ne pas faire un tour de plus et pour avoir le risque justement de faire un tour de plus et puis voilà. Donc ça c'est la même chose. Ils doivent le calculer. Théoriquement, il peut perdre l'avance qu'il a par rapport au second. Donc là, il peut ralentir d'1 minute 8 pour pouvoir prendre le drapeau à damier. Ouais. Il a le droit de faire ça dans la vraie vie? Oui, vous pouvez le faire. On peut vraiment lever le pied et lâcher 1 minute dans un dernier tour? 1 minute, je sais pas, Marc. Ça s'est jamais produit à ce que je sache jusqu'à aujourd'hui. Mais quelques secondes, oui. Le Slovénien Kevin Siggy, en tout cas pilote à la BMW numéro 71, les amis. L'écart sur la Porsche numéro 91, 32 secondes et 3 petits dixièmes. Et une nouvelle réduction de l'écart en tête de la course. La voiture que vous avez à l'image, qui est celle du Real Team Hydrogen Redline, à 1 minute 07 d'avance maintenant. Et il a passé sa ligne à 4,25. 4,25, c'est ça, Donc il oui. a 2 tours. Il va faire 2 tours, c'est sûr. À part s'il ralentit d'1 minute. On y est. Ça me paraît peu probable quand même, parce que là ça va dire. Ça paraît très risqué par rapport à la voiture 7 derrière. secondes pour attaquer le dernier tour, ce serait prendre beaucoup de risques. Beaucoup de risques. Du côté de la BM, cette question ne devrait pas se poser. Elle franchit la ligne à 3 minutes 45 de la fin. C'est le temps autour, donc la BM, ça devrait s'arrêter, théoriquement, tranquillement, aller au bout. On sait que question consommation, elle est meilleure que les Porsche, donc ils vont gérer ça, ils le gèrent depuis plusieurs heures déjà. Maintenant, c'est ce point d'interrogation qui accompagne cette voiture numéro 70 en tête de la course, potentiel vainqueur de la course et de championnat des Le Mans Virtual Series. Et que l'on suit ici dans l'entre-deux chicanes, dans les Hunaudières. Écart. Il y a un pilote qui réalise à l'instant son meilleur tour en course, dites donc. Le chrono me paraît assez surprenant. On a un chrono affiché en 3,21. Doit-on l'annoncer officieusement ou pas? Bon, assure, on va quand même le citer, mais sous réserve de. Moi, je pense que c'est un vrai chrono, à mon avis. Un splash and dash, peu d'essence et des pneus soft, ça peut descendre. Bon, alors en tout cas, c'est la numéro 14 du Race Clutch Alpine. Toutes les formations alpines ont vraiment souffert puisqu'il ne reste que la numéro 14 qui est en tête, et c'est Tom qui est en tête, qui est en course, mais c'est Tom Lartilleux qui pourrait repartir avec ce bénéfice moral du record du tour en course 3,21 734. Oui, parce qu'il faut savoir que le record du tour reste une référence pour la course, et c'est quand même c'est pas mal. Important. Au moins on aura cette petite satisfaction là. Voilà, 1 minute 07 toujours l'écart. La voiture de tête qui est ici dans le secteur à mi-parcours entre Mulsanne et Indianapolis est à 2 minutes 10 secondes de l'arrivée. Oui, il va faire un autre tour. Il lève pas le pied. 32,2 sur le premier secteur, 32,0 pour la numéro 1. C'est parti pour un tour supplémentaire. Donc on serait peut-être avec une arrivée après le 407e tour par conséquent. Ou alors il fait une belle photo en s'arrêtant juste avant. Oui, il descend de la voiture et puis je pense que... Je suis admiratif de ce style
Kevin Siggy, qui n'a pas eu la partie facile quand même, Aurélien Mallet, parce qu'il a piloté très longtemps avec cette diablesse de Porsche Proton compétition, 3e du général dans les rétros. Soit ça a un effet booster, soit ça a un effet un petit peu agaçant en se disant ah, elle est encore là celle-là. Non, mais je pense qu'il a une très bonne gestion surtout de sa course et de sa mentalité en fait. La manière d'aborder le fait d'être chassé, parce qu'on a vu à certains moments que la Porsche en revenait quand même très très fort sur la BMW. Ils ont très bien géré ce paramètre-là et pour se retrouver en tête avec 30 secondes d'avance. On écoutait la radio, on entendait, c'est parti pour un tour supplémentaire, il le confirme. Ouais. C'est obligé, de toute façon il reste une minute. Voilà. Une minute. Ouais, top, c'est longue partie, 406e passage si je ne m'abuse. On s'amuse derrière, qu'est-ce qui se passe là? On indique à Rietveld, le leader, il discute tout simplement et au passage de la ligne, il éclate de rire dans sa discussion avec son ingénieur parce qu'il doit faire encore un tour. Il y a la victoire au bout et il éclate de rire. Le tour le plus long. La victoire et le championnat. En plus. Et une 3e victoire cette année après Spa-Francorchamps et Sebring pour cette équipe. Et 1 minute 06, l'avance. Voilà, Yannick Yapluka maintenant. Là, on déroule. C'est cool. Quoi. Et 33 secondes entre les deux voitures du duo de tête en classement des GTE. Et un tour de retard pour la Porsche numéro 77 vis-à-vis de la BMW Redline. Très très intéressant quand même les amis de savoir comment chez BMW on accueillera ce résultat. Est-ce qu'il va y avoir un petit côté booster pour la marque? En tout cas, ce sera intéressant de voir comment l'état-major de BMW on accueille ce genre de performance. État-major de BM qui change dans la vraie vie au BMW Motorsport. Le patron part chez Aston Martin en Formule 1. Ça y est, ils refont la course et discutent. La voiture de tête arrive au freinage de la 2e chicane des Hunaudières. Jeffrey Redville, pilote néerlandais qui avait été également le poleman. Donc Marc Minardi c'était 3 millièmes plus vite, c'est ça? Deux petits millièmes, oui. Que Max Verstappen, on se souvient de la réaction de Max Verstappen. Loupé. Ah oui, si vous ne l'avez pas vu hier, cette séquence qu'on vous a montrée sur la grille de départ, retrouvez-la sur les réseaux sociaux. Une séquence fantôme avec les 3 premières voitures sur la grille. C'était fantôme, elles étaient ensemble et elles franchissent la ligne quasiment ensemble. L'image est incroyable et donc il n'y a que 2 millièmes au bénéfice de la Real Team devant Verstappen et sa Redline. Et juste derrière, mais quasiment dans le même centimètre, on avait la Mercedes AMG Petronas numéro 67 qui a dû abandonner en cours de route, malheureusement pour elle, sur un bris de moteur. Mais en tout cas, retrouver cette séquence, elle vaut vraiment son pesant d'or. Il sort d'Indianapolis, il arrive à Arnage pour une dernière fois. Et il n'a plus qu'à remonter. Il a quoi là? Il a 3 km, à 3 km du bonheur. Alors on va dire ça, globalement, Jeffrey Rietveld, je crois que ça correspond au poste avant, on parlait du poste 80, si mes souvenirs sont bons. Oui, enfin en tout cas, allez, maintenant on est dans les tout derniers kilomètres. Le virage Porsche tout de suite. La 2e édition des 24 heures du Mans virtuel qui va s'achever ici, sous le soleil, par la victoire de l'équipe numéro 70 qui s'est présentée à la 4e position du championnat en arrivant et qui va remporter et la course et les 50 points qui vont avec, le prize money et le championnat cette saison de Le Mans Virtual Series. Dernier virage, chicane fort de Marc. Chicane du raccordement maintenant, mesdames et messieurs, c'est l'arrivée et la victoire est pour le numéro 70. Bravo. Bravo. Bravo au Real Team Hydrogen Redline avec Jeffrey Rietveld qui a été un gestionnaire parfait de ce dernier relais, des derniers tours et de la pression qui va avec. Attention, la course n'est pas finie car Marc Minardi, la BMW n'est qu'à Indianapolis. Absolument, sur la gauche de votre écran, c'était le vainqueur au classement général et en LMP. Sur la droite et maintenant plein pot, c'est la BMW numéro 71 qui, elle, pour le coup, est arrivée en tête
de ce championnat Le Mans Virtual Series. Elle qui a eu 2 victoires déjà dans cette saison va en enquiller une 3e. C'est la 2e consécutive après Sebring. Il s'est imposé à Spa. Et on a le plaisir d'entendre la voix d'Eduardo Freitas. Oui. Voilà, il rappelle les mesures entre les voitures une fois que le drapeau Adami est franchi, de ne pas se dépasser. Voici donc la BM qui va s'imposer avec Kevin Siggy. Ouverte, ils discutent encore entre eux, c'est génial cette ambiance. Si la 70 gagne au général, c'est la 71 qui gagne en GTE, presque une sorte de suite logique mathématique. Et une compensation pour Team Redline avec Verstappen qui a abandonné hier à 21h30. Il y va tranquillou, c'est gagné. Bravo! Voilà, BMW s'impose devant la voiture Porsche Usine. Alors quel sera l'écart au final? Au passage, le Real Team Hydrogen Redline Team avec la 70 gagne avec 1 minute 3 secondes d'avance sur la voiture numéro 1 du Rebellion GPX eSport Team, et la place de 2e pour la Porsche numéro 91. Globalement, on peut compter sur 33 secondes, mais il n'est pas encore passé le pilote de la 91 sur la ligne d'arrivée. Marc Minary, on va retrouver Art Karskov, le team manager de Team Redline, vainqueur en GT. Yeah, this feels good. Vous gagnez les 2 catégories puisque vous occupez également de Real Team Hydrogen Race Team. C'est incroyable pour nous, on fait le doublé. It was a bit less as my team DNF, but the Team Redline team just pulled it off like we did all season last year, and now 2022 is starting really well like this. So super happy. On est très heureux. The Real Team across the line, but also in your partnership with BMW. Alors c'est effectivement Redline qui gagne, mais c'est aussi votre partenariat avec BMW qui est souligné ici dans cette victoire. C'est important de gagner pour un constructeur. I think the BOP was very much against us the whole season. La BOP, la balance de performance était contre la BM tout au long de la saison. On a prouvé que l'équipe pouvait faire un super boulot. But yeah, today I think we were not the better car actually. On n'avait peut-être pas la meilleure voiture, mais on a prouvé qu'on a la meilleure équipe. Nos gars ont été fantastiques. Les ingénieurs, ils ont été de tous les instants en train de travailler pour supporter les pilotes. Drive from his office in the north of Holland to our office in the south of Holland, which is a 3-hour drive at 3 a.m. because his steering wheel broke at his own office. So yeah, this morning he arrived so early. Il est arrivé ce matin, il a fait la route pour nous rejoindre. Notre ingénieur. Straight away, and that was quite tricky. So the guys were much under pressure, but they held up. They're so professional. And with the Real Team, the partnership amazing. The whole season, I think it was the strongest team, the strongest lineup. And even there, we had quite a bit of issues, quite a bit of stress, where Felipe was supposed to do the start, but he couldn't do the start because he couldn't get into the server, so we had to change last minute with Oliver, who wasn't prepared for doing the start at all. So yeah, that was quite a heart attack moment straight away in the race, but yeah, it all pulled off, and you know, with the LP2 we had massive pace. The setup was on point. Again, the engineering, I can't thank Andre and Mark E enough just to support, stand by our side all the time, and winning this championship. I'm sure there was a massive on parle de fatigue, hein. On parle d'être sur les nerfs. Big name drivers to the world of sim racing and then delivering at the front of the championship. Alexei Kirkov, congratulations on taking Alexei Kirkov que l'on remercie encore et félicite évidemment pour cette. I would like to thank our sponsors Hosingfeld, Simlab and SimEQ. Et qui vont aussi en profiter pour remercier les sponsors, bien sûr, Marc, c'est normal. Absolutely the best. Thanks so much. Voilà, avec Redline qui, quoi qu'il en soit, là vous avez une vue d'ensemble de ce très beau plateau, et malgré l'abandon de la voiture Team Redline numéro 123 avec un certain Max Verstappen, eh bien gagne quand même cette course. Aurélien, pour vous, est-ce que voilà, Le Mans a marqué encore plus de points dans l'univers des gamers, de tous ceux qui aiment les jeux de pilotage? Et deux questions en une, alors que l'on va peut-être revoir
Alors finalement, le résumé de la course, ma question en fait c'est simple, est-ce que encore plus de gens vont s'intéresser au 24 heures du Mans parce qu'ils ont vu cette course-là? On va y revenir dans un instant. Donc c'était hier, il y a 24 heures de cela, la 70, future gagnante, puisque vous l'avez vu à l'instant, était la voiture en pole position, partait très très bien, mais voilà, à l'arrivée des S de la Forêt, Max Verstappen porte une première attaque, passe en tête. La Corvette 111 était la voiture pole position, premier freinage, la Porsche 91 prend la tête, double VRT, connaît un début de course fracassant dans les S de la Forêt. La 31 repartira, la famille Montoya au rendez-vous à bord de la 24, Juan Pablo Montoya pour le relais de départ, un petit peu secoué pour ne pas dire malmené. La bataille également dans la catégorie GT avec les constructeurs officiellement représentés, parmi eux Ferrari, une remontée progressive de le numéro 51, alors qu'on a à ce moment-là aussi les premiers arrêts ravitaillement pour Max Verstappen qui va en fait piloter 49 tours consécutivement, ici porter une attaque sur la voiture du team Veloce, reprendre ainsi la tête de la course. Tous les gamers, tous les autres pilotes de vraie course, il a absolument dominé la situation. Premier accro dans le clan des voitures proto avec une décélération trop brutale au niveau notamment de la descente de rapport de vitesse de boîte qui va provoquer l'abandon de la voiture du team officiel Mercedes AMG Petronas. On n'était pas au bout de nos émotions avec la 70 qui ici en repassant la 28 s'empare au moins de la deuxième position derrière la voiture de Max Verstappen. Chassé, croisé, passionnant à suivre à l'heure du soleil couchant avec BMW en tête des GTE. Et là, malheureusement, le fait de course dont personne globalement ne se remettra, la sortie de piste chicane Ford de Max Verstappen avec une voiture trop endommagée, les roues arrière défaites de la voiture, c'est l'abandon. Le soleil est couchant, la nuit du Mans avec sa magie, avec ses moments de frayeur également, quelques abandons au soleil levant. La situation est celle-ci, la 28 notamment sur panne d'essence abandonne. On se retrouve ici à bord de la voiture qui voilà, avec un pilote qui n'est pas rentré au stand au moment où il le fallait, se retrouve et bien évidemment en roue libre puisque c'est l'équivalent d'une panne sèche. Dans la course, que peut-on voir? C'est la Ferrari numéro 51 tenter de faire de la résistance mais finalement échoué au pied du podium, et quelque part si la voiture n'est pas dans le tiercé tête, c'est sans doute en raison de cette glissade ici de Niklas Nielsen alors qu'il abordait le virage d'Indianapolis. La Ferrari termine au final en 4e position, le tiercé de tête avec le team Floyd Bike, c'est l'équipage de la numéro 4 qui termine 3. Deuxième place pour Rebellion GPX et donc victoire pour l'équipage numéro 70, le Real Team Hydrogen Redline, Felipe Drugovich, Oliver Roland, Jeffrey Riedwild et Michel Smidl, vainqueur de la deuxième édition des 24 heures du Mans virtuel. Les jeux sont définitivement faits. La course a été superbe. On retiendra ceci, 407, c'est le nombre de tours couverts par la voiture gagnante. Victoire de la BMW en GTE et doublé Redline. Voilà, 407 tours et Aurélien Mallet, un écart à l'arrivée quand même, hein, pas grand chose, 1 minute 03, il n'y avait pas de droit à l'erreur. Effectivement, dans les deux voitures de tête dans le même tour, il ne fallait pas faire d'erreur, surtout sur les dernières heures de course, ça aurait pu être fatal pour la 70. Et non, au final, ils ont fait une très bonne gestion de course, on l'a vu dès le départ au final. Qu'il réfléchissait le long terme et qu'il n'était pas à l'attaque tout de suite. On a vu avec la 123 de Max Verstappen qui a pris les devants directement, et on a compris leur stratégie à ce moment-là, qui réfléchissait le long terme pour bien se placer sur la fin de la course. Marc. Le classement général jusqu'au 50e, donc avec les malheureuses filles qui sont non-started, elles n'avaient pas pu se connecter, problème de serveur, elles n'ont même pas pu venir sur la grille de départ, les pauvres. Mais maintenant, vous allez avoir le classement général au point et final donc de cette Le Mans Virtual Series. Après 5 épreuves, confirmation de ce qu'on vous disait depuis tout à l'heure, cette lutte entre la 70 et la 1 se termine pour un demi-point à l'avantage du Real Team Hydrogen Redline. Et regardez, Floyd Bike Burst, ils sont à 88 points et demi, ils sont à 2 points et demi simplement. C'est magnifique comme dénouement de cette première saison. Et du côté de GT,
Eh bien, on vous l'avait dit, la BMW Team Redline se présentait ici en tête de son classement de DGT, donc également après 5 courses. Eh bien, elle s'impose désormais avec 127 points. Là, l'écart est plus important devant la Porsche eSport Team officielle, la numéro 91, 101 points et demi. Et c'est une autre Porsche Proton qui termine à la 3e place finale de cette saison Le Mans Virtual Series. On s'est régalé depuis hier. Oui, c'était vraiment très beau. Voilà, encore une fois, de la première minute à la dernière minute, une très belle bagarre à tous les étages. C'est Le Mans avec ses surprises, avec ses stratégies, avec ses incidents. C'est la magie, que ce soit le réel ou le virtuel. Encore une fois, ce fut une belle édition. Nos camarades anglais sont en train de tirer les enseignements sur le plateau avec Gérard Neveu, ancien patron du WEC et désormais de Motorsport Games, bien sûr. Mais on va passer maintenant au réel, hein, Bruno. La liste des 39 engagés à la saison en saison WEC a été révélée. Oui. Il y a le prologue du WEC à Sebring qui s'annonce. Prochainement. Et puis Mars, Sebring, mai, Spa, Francorchamps. Et 11 et 12 juin. Bien sûr, les 24 heures du Mans. Tout le monde en ce moment pense Peugeot. Hein. Viendront-ils? Quand viendront-ils? Comment sera la voiture? Patience, les amis. On le saura évidemment dans quelques temps. J'ai envie aussi d'avoir une pensée pour Sébastien Bourdet, qui va disputer le WEC pour la première fois. Voilà, parce qu'évidemment son programme a un petit peu changé aussi aux États-Unis, et quelque part les principaux bénéficiaires de ce changement, eh bien c'est nous dans l'univers de l'endurance, avec ce passage à plein temps de Sébastien Bourdet dans le championnat du monde d'endurance. Je trouve ça absolument génial aussi. Plus l'actu, la Porsche LMDH, les premiers tours de roue, plus tous les autres constructeurs qui préparent Le Mans 2023 alors qu'on n'a pas encore fait 2022. C'est vrai que c'est extraordinaire, c'est dynamique qui accompagne l'endurance en ce moment. Et je serais tenté de dire aussi, on ne l'a pas revu depuis le départ, tant mieux, parce que moins on voit de safety car, mieux c'est, mais suivez aussi le programme endurance avec le programme hydrogène autour. Le Mans a pris une longueur d'avance par rapport à tout le monde, en rappelant que la course est bien s'il a gagné du sens par rapport à l'usage d'un véhicule de tous les jours, et c'est la course au service de la mobilité sans irrespect pour l'environnement qu'on essaye en ce moment de développer au maximum avec la solution hydrogène et le carburant vert qui sera en endurance en 2022. Justement, Bruno et Marc, on parle d'écologie. Eh bien, il faut savoir que le carburant en 2022, eh bien, toutes les voitures seront équipées de carburant spécial justement pour diminuer la pollution. Sans énergie fossile. Rien de fossile dedans. Donc rien de rien. Ça, c'est quand même important. Et je pense que la CO, je pense que Pierre Fillon est très sensible à cela. Et ils sont à l'écoute justement. On rentre dans une nouvelle ère. Et c'est clair et net. Je veux dire, tous les efforts sont faits dans tous les domaines. C'est aussi ça qui attire les constructeurs. On retrouvera en réel évidemment Eduardo Freitas et toute sa troupe dans la direction de course du WEC des 24 heures du Mans. Allez, on va mettre une petite pièce chacun à la fin. Yannick, Aurélien, Bruno, Peugeot ou pas Peugeot? On a eu la discussion hier, et je trouve que l'entretien qu'on a eu ce matin avec les pilotes Toyota, et si mes souvenirs sont bons, c'est Mike Conway, ou peu importe qui l'a dit. Mais Toyota a fait 2021, fait 2022 et sera en 2023. Malgré l'excellence des ingénieurs dans la capacité à produire une voiture top d'entrée de jeu, malgré l'excellence de l'outil ordinateur et des simulateurs, bon, il y a quand même un moment, l'expérience de la piste fait que, et pour essayer de gagner 2023, je pense qu'il faut faire 2022. Alors, l'intérêt de Peugeot au Mans 2022. Allez, oui.
Oh, je vais me lancer aussi. Moi, je vais dire, allez, moi j'ai envie d'y croire Peugeot aussi en 2022. Aurélien Mallet, oui. Écoutez, j'espère qu'il soit là. Je pense que, vous savez, c'est difficile pour un constructeur comme Peugeot. Peugeot a gagné le Mans, a déjà gagné le Mans, a une référence incroyable. Je pense que c'est peut-être un peu difficile dans leur tête de se dire on va faire 2022, on risque de ne pas remporter les 24 heures, mais à un moment donné, on va apprendre énormément dans tous les domaines pour être très fort et pouvoir prétendre à la victoire en 2023. N'oubliez pas Peugeot, lorsque nous sommes arrivés, j'y étais en 91, les 24 heures du Mans, pour nous, elles ont duré 6 heures. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Ce fut une année, ça a été très difficile, forcément. Et puis, les années suivantes, on fait le doublé, et la deuxième année, donc 92-93, on fait le triplé. Bien sûr. Donc, il ne faut pas oublier ça. Alors, oui ou non? Le travail. Oui ou non? Que Peugeot soit présent dans 6 mois. C'est-à-dire le travail. Donc, c'est-à-dire que s'ils travaillent, ils peuvent quand même faire gagner 2023 sans être en 2022. C'est ça la phrase? Non. Non, d'accord. Moi, ce que je dis, c'est que pour eux, peut-être, ça va être difficile de vouloir venir cette année et de ne pas être forcément sur le podium ou sur le banc. Il faut peut-être avoir cette humilité, justement, pour apprendre et de toute façon, quand on apprend les choses en général, c'est pas toujours dans le coton. Hein. C'est souvent dans la déception que l'on apprend et que l'on est plus fort. Donc ça c'est les dirigeants. Je ne suis pas dans les papiers de Peugeot, donc je ne peux pas le savoir. Et on rappelle qu'ils doivent faire une course évidemment avant, donc a priori Spa, s'ils veulent être au Mans, puisqu'il y a la BOP à établir, la balance of performance. Tout à fait. Vous avez dit oui tous les trois, moi je dis non. Je dis Peugeot sera là à Monza, il faut toujours un ronchon, il faut toujours un esprit chagrin, il faut toujours l'avocat du diable. Voilà, c'est moi. Je pense que c'est aussi ce qui va se passer, mais bon, voilà, on a envie que. Mais bien sûr, on a tous envie, c'est évident. On en rêve. C'est un ronchon, ce Marc, c'est incroyable. Pendant 24 heures, il a fallu qu'on le supporte pendant 24 heures, Bruno et Aurélien. C'était génial, et je voulais juste dire merci pour les gentils messages que je vois défiler, et merci à vous également d'avoir suivi. Vous savez quoi, rares sont les fois où je vois aucun pouce baissé. Rien que des pouces levés. Alors ça c'est YouTube aussi qui a enlevé la fonction de voir le nombre de pouces baissés. Il faut pas le dire. Laisse-nous nos espoirs. Je n'aime pas, hein, et je vois que personne n'a cliqué dessus. Je suis désolé, mais je n'aime pas. Personne, pour moi, il est resté à 0. Donc voilà. C'est pas moi l'embajoie. En tous les cas, messieurs, merci de ces instants passés à vos côtés. Et voilà, pour ma part, je vous remercie. Et puis, c'est nous qui vous remercions, Yannick. Toujours ces beaux moments et ces émotions et ce parler vrai. Lorsque vous évoquez la course auto, on s'est régalé. Merci Aurélien Mallet de nous avoir éclairé sur les sim racers, le sim racing, parce que vous en connaissez un paquet. Vous avez couru contre beaucoup de ces garçons qui sont des copains. Belle expérience. Merci Bruno, Fantastique. Merci Marc Ménari, et bonne année à tout le monde encore. Bonne année à tous. Et je vais vous remercier aussi, messieurs, parce que j'ai passé vraiment un excellent week-end à vos côtés. Et suivre la course en commentant et avec vous, ça a vraiment été un moment génial pour moi. Rendez-vous pour le WEC, Sebring, mi-mars, et les 24 heures du Mans, les 11 et 12 juin. Merci à vous tous. Whether you join us online, whether you join us on the TV, it just remains for me to say, on behalf of Jean Neveu, the Motorsport Games crew, and everybody else who's been involved with setting this up, for Alex, for Hayley, for Lewis McGlade, for Chris McCarthy, for Ben Constanduros, I'm Martin Haven saying thank you for being with us. Thank you for all the competitors and the teams for making this another epic event to live all the way through. We'll see you next year for the virtual. We'll see you in June for the Le Mans 24 Hours. Until then, from us here in Paris, adieu, goodbye. Enjoy what remains of your weekend.